Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission de Comme dans ta bulle en audio et en vidéo. Et c'est la rentrée, donc désolé, on s'y remet tout doucement avec l'équipe que j'ai le plaisir de retrouver et avec toi Arnold, que tu es déjà venu, hein, tu as déjà fait une émission ensemble on va reparler à peu près du même sujet parce qu'on avait parlé ensemble de Batman et on va reparler de Batman. Ça tombe bien, c'est pour ça que je suis là. Ça va ? Très bien, et toi ? Merci encore de m'inviter, ça me fait toujours plaisir. Je t'en prie. On va parler ensemble de la nouvelle série d'animation Batman Cape Crusader, qui est sortie le 1er août sur Amazon Prime, qui est une série qui a été produite par le célèbre Bruce Timm, qu'on a notamment vu avec Batman The Animated Series en 1992, avec Ed Brubaker et Matt Reeves, donc un beau panel. Peut-être juste avant de rentrer dans le détail, parce qu'on a un petit fil rouge, sans spoiler, qu'est-ce que tu en as pensé globalement ? Qu'est-ce que tu attendais de cette série quand tu avais vu les annonces et qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'était à la hauteur de tes espérances ? Moi, j'en attendais ce qu'on m'en a vendu, c'est-à-dire une sorte de digne héritier de la série de 92. Ouais. Le fait que Bruce Timm soit intégré au projet, c'était quand même une petite info assez rassurante. Et en fait, j'en ai attendu ce qu'on m'en a vendu, en fait, c'est-à-dire ce côté héritage, plus le côté vintage du truc, dans le sens où ça allait se dérouler enfin dans le bain du comics initial, c'est-à-dire dans les années 40, dans une ambiance de film noir, tout ça. Donc rien que pour ça, j'avais été assez hypé avant même de voir la moindre image. Dès le premier logo qu'ils avaient révélé, je crois que c'était peut-être à la Comic-Con ou un truc comme ça, où on voyait les oreilles un petit peu courbées, un petit peu en demi-cercle, qui évoquent les premières apparitions de Batman chez Kenny Finger. Donc tout ça, c'était du plus bel augure. Et puis quand la série est arrivée, j'ai été presque intégralement conquis par ce que j'ai vu sur les 10 premiers épisodes. C'est ça, donc c'est 10 épisodes, une saison pour le moment, en espérant que ça puisse continuer, parce que moi, j'ai pas vraiment regardé les chiffres. J'ai l'impression qu'au niveau des fans, ça a quand même plu. Il y a quand même de très bonnes critiques positives, malgré les gros changements, et on va en parler. En tout cas, on se situe comme tu as dit, dans les années 40. C'est très polar, c'est très détective. Et dans le look de Batman, on a ce look très old school qui revient un peu dans l'âge d'or des comics finalement, avec même les premières esquisses de Bob Kane et Bill Finger avec ce type d'oreille-là. J'ai l'impression que c'était peut-être aussi pour... comme tu dis, on reste dans l'héritage de Batman TAS tout en étant très différent, parce que là, sur le costume, on oublie le bleu. On est vraiment sur quelque chose de très dark, et tout de suite pour le dire, on est sur un Batman année 1, très jeune, qui n'est pas du tout proche d'Alfred. Ça a été, je pense, ce qui a été le plus pénible pour moi. Je sais pas pour toi, dans les 10 épisodes, ça m'a manqué, mais c'était normal. Bien sûr, mais quelque part, la série étant aussi chapeautée par Matt Reeves, donc qui a réalisé Batman, j'étais pas tout à fait surpris en fait de ce côté jeune Bruce Wayne, impétueux, renfermé, gothique, tu vois, un petit peu dans sa tête, et qui est assez désagréable avec tout le monde, y compris Alfred. Et tout ça est un cheminement qui amènera, je pense, vers l'évolution du personnage, exactement de la même manière que ça a été présenté dans The Batman. Il était exactement comme ça, Pattinson. Il y avait aussi cette volonté d'en faire, de reprendre cette dichotomie du playboy milliardaire de façade qui se fait mousser, qui passe pour un crétin dans les soirées mondaines, et ce Batman complètement noir et ce monolithe en quelque sorte, qui est aussi bien dans la rue que dans la Batcave, un type complètement impénétrable et déconnecté des émotions humaines, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on voit, donc comme on l'a dit, on a quand même 3 artistes de grand nom qui ont bossé sur cette série, et on voit leur empreinte chacun, sans que c'est très identifiable, sans que ce soit la main mise dessus. Donc là, comme tu disais, sur l'évolution de Batman, on sent du Matt Reeves, et sur certains épisodes, tout le fil rouge d'enquête polar avec René Montoya, on sent du Ed Brubaker complètement, notamment avec l'épisode avec Gueule d'Argile, qu'ils ont légèrement modifié d'ailleurs, mais qui était assez dark, assez impressionnant. Toi, ça t'a convaincu, cette partie-là ? Ouais, cette partie-là, alors pour revenir tout de suite sur l'épisode avec Gueule d'Argile, c'est peut-être un de mes préférés des épisodes. C'est vrai qu'il est incroyable. En fait, il y a tout pour me parler là-dedans. C'est l'épisode de... C'est le deuxième, je crois. Oui, c'est le deuxième. C'est le deuxième, exactement, avec Basil Carlo, Voilà. En fait, là-dedans, il y a tout pour me plaire, parce qu'en fait, ça t'envoie de la référence à l'horreur de Hollywood classique de partout, quoi. Donc déjà, Basil Carlo, c'est une référence à Boris Karloff et à Basil Rathbone, qui sont des grands acteurs de l'âge d'or de l'horreur hollywoodien. Il y a tout plein de petites affiches dans le fond qui sont placées, où tu vois, je sais pas, la revanche du Dr. X. Plein de petits easter eggs, des conneries comme ça. Tout ce qui concerne un peu les films de Peter Lorre, Bela Lugosi, des trucs, moi j'adore ce genre de trucs. Un peu rétro, un peu vintage. D'ailleurs, cette esthétique en noir et blanc, tu la retrouves
tout de suite dans le générique. Oui. Il est entièrement en noir et blanc. Il y a une petite... j'aime bien, ils font beaucoup ça maintenant dans les séries. Tu as une petite variation sur la dernière image avant que le logo s'affiche, histoire d'être raccord avec la thématique de l'épisode qui va être diffusé. J'ai bien aimé ce petit détail. Comme une petite en-tête de chapitre pour savoir ce que tu vas voir. Et quelque part, en fait, là on dit tout ça, oui, c'est très, très empreint d'années 40 et tout, mais le récit est jamais daté. Oui. Concrètement, à aucun moment il s'ancre dans une diégèse qui concernerait l'histoire humaine ou quoi que ce soit. C'est rétro, mais ça pourrait se passer tout à fait ailleurs, quoi. Il n'y a pas de référence à grand chose qui puisse sortir de la diégèse de Gotham, ce que je trouve assez sympa en fait. C'est rétro, mais sans être non plus restant du domaine de l'imaginaire, et c'est assez sympa, quoi. Ouais, complètement. Et on parlait de Batman juste avant, mais moi finalement à la fin de ces 10 épisodes, c'est pas vraiment Batman qui m'a retenu. Enfin, c'est pas Batman que j'ai retenu parce qu'il y avait tellement de personnages, on en reparlera, et il y avait tellement d'idées aussi, donc évidemment sur Batman et son évolution, mais juste sur la peur que peut insuffler Batman avec le tout premier rapport qu'il a avec Barbara Gordon, où moi je me souviens que j'ai vu l'épisode avec mon frère qui avait des flics. Enfin, Barbara se fait attaquer au détour d'une ruelle à un moment. Et il a sa Batmobile, il les défonce complètement avec la Batmobile. Ah ouais, c'est d'une violence pitié, oui. Et mon frère qui répétait Batman ne tue pas, Batman ne tue pas. On sait bien que le diable s'arrange avec les détails, hein. Burton s'est arrangé avec les détails là-dessus aussi. Oui, c'est ça. C'est toujours marrant, quoi. Enfin, c'est marrant, moi j'aime beaucoup l'idée de faucher les trois types en fedora là, et qui se retrouvent sur le sol. Les mecs devraient normalement plus marcher de leur vie. Et quelque part, c'est peut-être quelque chose qui devait traverser l'esprit. Je pense. Je sais où taper pour faire en sorte qu'il soit immobilisé à jamais et qu'il fasse plus de mal. Ça m'est passé dans la tête. Mais c'est vrai ce que tu dis, Batman et même Bruce en fait ne font pas partie réellement du fil rouge de la saison. On n'est pas vraiment surpris par ce qu'ils nous présentent, à part peut-être cette légère froideur dont on parlait. Ouais. Et quelques petites pistes ouvertes laissées notamment autour du personnage d'Alfred et peut-être de l'héritage des Wayne. On verra sans spoiler peut-être dans une saison 2 qui à mon avis sera validée parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les retours sont assez dithyrambiques. Et en fait, la série prend bien soin de se focaliser sur d'autres méchants, d'autres protagonistes. Batman devient ici une sorte de symptôme d'une ville en changement, ce qu'il a toujours été un petit peu partout. Mais par exemple, dans Batman TAS, c'était pas ce qui était montré. On te donnait le lore, on te l'offrait comme ça, avec un nouveau méchant qui popait de temps en temps. On avait parfois ses origines, parfois on les avait pas. Et puis c'était tout de suite ancré. Il y avait déjà la relation avec James Gordon, alors que là, on est vraiment à la naissance de ce lien-là, où ils se font encore peu confiance, où il y a des petits trèfles à est-ce qu'il y aura à un moment donné un bas de signal sur un toit pour qu'ils puissent communiquer, et puis les privés jokes où Barbara ou même James Gordon ne comprend pas comment ils puissent disparaître d'un coup le détour d'une discussion. Qui passe le coup à Barbara, c'était très drôle. Je trouve que donc ça reste une série très adulte, hein, donc on le disait, polar, avec des épisodes parfois très durs. Mais accessible quand même. Ça reste quand même accessible, et du coup ces petits points d'humour qui raccrochent à l'univers de Batman sont, je trouve, très bien pensés. La force d'écriture est aussi là-dedans. C'est clair, je suis d'accord. Après, là, je trouve vraiment que la série peut être regardée à peu près tout âge. Oui. C'est vrai que le contexte très sombre, un peu expressionniste parfois, comme pouvait l'être TRS, fait que le spectateur adulte va forcément y voir, je pense, plus de choses qu'un simple petit divertissement. C'est une belle proposition esthétique autour de Batman, et c'est sympa de proposer un peu de nouveauté dans ce lore qui a beaucoup été exploré. Complètement. Ça, je l'ai très bien vécu, très bien pris, quoi. Et donc du coup, tu parles de nouveautés, on va arriver au point important de la vidéo. Oui, il y a des nouveautés dans cette série. Donc il y a quand même, dès le premier épisode, le pingouin qui est féminisé, qui est une femme. Donc on reviendra pas par point, mais il y a aussi l'épisode avec Harley Quinn, qui est asiatique. Barbara et donc évidemment son père, qui sont noirs. Et donc Barbara, alors moi je m'en fiche complètement qu'ils soient noirs ou pas, je trouve ça même très bien, mais surtout Barbara est avocate. Et je trouve que c'est hyper bien pensé, ça lui va incroyablement bien. Et puis du coup, elle est liée aussi à René Montoya, donc elle suit les affaires de près. Donc toute cette histoire d'enquête qu'on disait, elle aussi a mené sa propre enquête avec tout un fil rouge sur Harvey Dent. Et Catwoman aussi, qui est modifiée avec une origin story
où finalement, au lieu d'être l'orpheline, celle qui n'a pas d'argent, est riche, tout comme Bruce Wayne. Et tu mentionnais aussi tout à l'heure Bullock. On va peut-être commencer avec le pingouin. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bullock en femme, oui. Le pingouin en femme. Oui, pardon. Oui, le pingouin. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu les premières images du pingouin quelques jours avant la diffusion. J'avoue que j'ai fait un peu... Enfin, ok, admettons, pourquoi pas ? Tu vois, ça m'a pas... Ça m'a pas non plus sauté aux yeux, j'ai pas hurlé au scandale, alors que sur le papier, moi, Batman, tu sais que c'est un lore que j'adore, j'aime pas trop qu'on touche à certains trucs. C'est un peu comme Tolkien, des petites choses comme ça, ça fait un peu partie des lores où je suis un peu compliqué. J'aime pas trop mais c'est un peu ce que j'ai dit à des fans online. Bon, je suis inscrit sur un groupe de fans de Batman sur Internet, que tu fréquentes peut-être aussi, je vais pas citer le nom et tout, mais peu après la série, il y a eu un post gigantesque d'un mec, d'un spectateur de la série, qui en fait a concrètement dit qu'il la détestait, juste en soulignant tous les points que tu viens de relever. Gordon, sa fille sont noires, le pingouin est une femme, Harley est une asiate, non. C'est pas du tout des arguments, ça. Je comprends pas. Aucun autre argument était présenté dans le truc. D'accord. Donc moi je me pointe, je fais, écoutez les gars, Batman, ça a quand même été présenté sous 10 000 versions depuis 85 ans aujourd'hui. Depuis des décennies. Vos personnages dans leur jus, ils sont dans les comics exactement comme vous les voulez. Ils vont très bien, si tant est que ce soit quelque chose de mal, tout ça. Et le pingouin a été beaucoup critiqué, cette version de Osvalda, du coup, Cobblepot a été beaucoup critiquée. Je ne comprends absolument pas pourquoi. Elle est effrayante. Au-delà de la mentalité des gens qui pointent ce genre de truc du doigt, tu as envie de dire, le pingouin, qu'est-ce qui le caractérise ? C'est un mafia, un parrain de la mafia, c'est un truand, quoi, qui gère très bien ses affaires en sous-main via un bar qui fait couverture pour ses activités criminelles, l'Iceberg Lounge, qu'on retrouve ici dans la série. C'est un personnage particulièrement sadique. Il a des hommes de main. Buter ses hommes de main comme il veut. Ici, qui a des enfants aussi, ce qui a déjà été montré dans les comics récemment, notamment dans l'arc Dark City, il me semble. Et le Batman One by Day aussi. Voilà, et dans One Man Day. Donc on montre tout ça. Le Osvalda Cobblepot, c'est une reine du crime qui a une affaire qui permet de dissimuler ses activités criminelles, qui a tout un kink sur les parapluies au point d'en fabriquer des armes qui ont la forme de Pébroc. Elle est cruelle au point de massacrer même ses propres enfants. Tout ça, c'est juste qu'elle a une paire de seins, c'est tout. Donc, j'avoue, je ne comprends pas en quoi ça a pu être un problème. Si ça pose un problème aux gens, ils ont qu'à rouvrir les comics. Non, surtout que le design. Ils ont leur Oswald Cobblepot comme ils veulent. Le design fonctionne super bien en plus. Voilà, le pingouin a été ultra respecté. J'adore le côté cabaret du personnage qui prend 2 secondes. Ça lui donne une petite personnalité en plus. Oui, parce que dès qu'on voit arriver Wazelda, c'est ça, elle chante, donc elle se met à chanter, mais c'est très très court. Oui, parce que l'Iceberg Lounge est un cabaret aussi, tu vois, donc ça me choque moins que les errances de la série Gotham, tu vois. Ça pouvait partir vraiment en truc un peu kitschou sur les bords. Là, ça passe bien, c'est le temps que d'un épisode, ça fait de mal à personne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve juste que pour un personnage, je comprends qu'ils ont choisi le pingouin pour commencer parce que c'est surtout un personnage qui prend de l'ampleur avec la nouvelle série qui aura lieu avec Matrix, mais peut-être qu'il était trop impressionnant comme personnage pour un seul épisode. J'en attendais un peu plus. J'étais un peu sur ma faim. Ouais, t'aurais voulu peut-être qu'il commence par des méchants moins emblématiques. Moins emblématiques ou de le revoir après, comme je le répète, sur un fil rouge avec Harvey Dent qui est assez intéressant parce qu'il y a tout un terrain psychologique. Et je pense que tu peux faire encore plus avec le pingouin que de juste le placer comme truand, ce qui est le cas et ce qui est impressionnant, comme je te rejoins tout à fait sur ce que tu as dit et je la trouve hyper effrayante. Mais ça monte très fort pour qu'au final, on la revoit plus après. Alors peut-être sans une saison 2, et puis il faut la place pour les autres méchants et méchantes. C'est sûr, surtout devant le hating, ils vont insister, ils auront bien raison. Mais le fait est que la série est un ensemble de one-shot, plus qu'un serial qui se suivrait à part avec ce fil rouge qui concerne Harvey Dent. C'est vrai que ça monte en puissance pour redescendre tout de suite après. Ouais. Moi, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai lancé la série. Je savais pas si ça allait être un fil rouge parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus susceptibles d'apprécier ça qu'un ensemble de petits épisodes indépendants, comme c'était le cas pour Batman Animated Series, à l'exception d'épisodes qui se faisaient en 2 parties. En 2 parties ou en 3 parties, Donc là, ce qu'ils font pas, ils ont une nouvelle dynamique. Ça apporte un peu quelque chose de nouveau au format de dessin animé de Batman, parce que des
dessins animés de Batman, il y en a eu plein, hein, The Batman, etc., qui ne fonctionnaient pas sur la même dynamique. Ça lui apporte aussi quelque chose de plus, comme un peu comme les vieux sériels aussi, hein, qui étaient indépendants des uns des autres, mais on retrouvait des choses qui se répondaient d'épisode en épisode. Moi, je trouvais ça pas si mal. C'est vrai qu'après, en l'espace de seulement 10 épisodes, ils pouvaient pas non plus se permettre fallait faire des choix. Exactement. Après, ils se sont démerdés pour aussi ajouter des nouveaux méchants, des nouveaux personnages. Ouais, on en parlera tout à l'heure. On soit pas là à se dire, mais là, il y a un nouveau méchant ou il y a ce méchant-là que je connais déjà. Faut être un peu en terrain inconnu avec Batman. Je sais que ça peut poser problème si on n'a pas des points d'ancrage pour se dire les personnages j'aime bien. Et puis c'est ça qui est sympa avec les nouvelles adaptations, c'est qu'il y a des nouvelles prise de position par rapport au physique d'un personnage, par rapport à sa personnalité, parfois par rapport à plein de trucs. Et le Pingouin, c'est quand même un personnage qui a toujours été très régulier en fait dans son comportement, quelles que soient les adaptations. Qui a toujours eu ce physique ingrat. Le Joker, a beaucoup évolué, le Riddler a beaucoup évolué, mais lui c'est vraiment ce petit ancrage très précis, on sait où on va quand il est là, et je trouvais ça peut-être pas si bête. C'est pour ça que je trouve ça un peu hypocrite, parce que ça nous dérange pas du tout d'avoir un Joker par moments très clownesque avec Jack Nicholson, ou un Joker très terrifiant, psychopathe avec Heath Ledger. Donc là je parle en adaptation cinématographique, mais c'est le cas aussi en comics. Et par contre, dès qu'on propose un pingouin différent, là on a l'impression de toucher quelque chose d'assez... Il y a sûrement eu une frange de fans qui ont détesté Danny DeVito quand il est apparu dans Batman le Défi, hein, parce qu'il avait des origines très différentes, très burtonisées. Bon, moi j'adore, évidemment, je suis en terrain conquis, mais je sais pas, peut-être que le public est un petit peu plus sensible aujourd'hui à ce genre de choses. Je sais pas. Il y a des extrêmes et tout ça. En tout cas, en autre méchante, et ça m'a énormément plu. Donc tu parlais de différence aussi au niveau du corps. Il y a Harley Quinn, donc comme je disais, qui est asiatique, qui a vraiment... alors ce qui est bien, c'est qu'on a une représentation très diverse et variée des corps, où elle a des formes, et ça fait du bien, parce que ça fait du bien aussi d'être un peu plus représentée. Alors tout de suite, on a cette indépendance face au Joker. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est pas du tout mentionné. Tout de suite, on assume sans que ce soit marqué sur son visage la lesbianité et le fait qu'elle, en tant que civile, hein, donc on parle de Dr. Quinzel qui drague René Montoya, qui entame une relation avec elle, et sans la voir en Harley Quinn tout de suite. C'est pour ça que je regrette un petit peu par rapport au Pingouin, c'est que sur Harley Quinn, on la voit sur plusieurs épisodes, et donc on la voit d'abord en civil, à traiter ses patients, à la voir professionnellement parlant. Ce qui est très intéressant jusqu'à l'épisode 5, où là, on comprend que c'est Harley Quinn, et même là, c'est assez subtil, parce que aujourd'hui, on sait qu'elle a beaucoup évolué en une trentaine d'années, qu'elle était considérée comme une méchante, et aujourd'hui, comme elle tend vers le camp des vilains, des fois dans le camp des gentils, et dans un entre-deux, et c'est ce qui est montré là, parce que elle fait acte de cruauté en ayant son propre asile, parce que les patients qu'elle reçoit, elle voit bien qu'à un moment donné, elle ne peut pas les sauver, donc elle les enferme. C'est un épisode un peu dur, hein. Clairement. Ça m'a beaucoup évoqué Jarvis Tetch, en fait, son plan. Clairement, je pense qu'il y avait une inspiration. Où elle déguise ses patients pour que ça devienne ses hommes de main. Et qui, quand Batman débarque, puis elle est martyrise. Elle est bien sadique. Assez fort, Alors, le personnage est psychologiquement très changé. Bon, déjà, il y a cette indépendance par rapport au Joker, même si je suis sûr qu'ils vont raccrocher les wagons dans une deuxième saison. Peut-être que le Joker, quand il apparaîtra, sera présenté comme un ancien patient d'Harley Quinn, qui n'aurait pas, espérons, influé sur... Et pour moi, c'est important que la première apparition qu'on a d'elle, excuse-moi, je te coupe, mais et ça soit sans lui. C'est très important parce que c'est peut-être une des premières fois où elle est présentée comme ça, c'est indépendante de son passif avec le Joker. Il n'est même pas mentionné ni parce rien. Parce que la série Harley Quinn Animated Series, on est au moment où elle le quitte. Donc elle est encore en train de parler de lui auprès de Poison Ivy. Là, c'est même pas mentionné. Et sa personnalité est très changée du coup, parce que c'est un personnage qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus calculateur, qui n'a rien du personnage enjoué et un peu bébête qu'on ne sait plus à présenter ces dernières années. Maintenant, Harley Quinn, elle est partout. En l'espace de 10 ans, ça remonte à quand c'est le Margot Robbie, Suicide Squad, 2013, 2014, non, 2016. Ça date de 2016. Ça fait 8 ans que Harley Quinn, elle est sur tous les fronts. C'est devenu un personnage chouchou, encore plus même du public mainstream. Avant, c'était encore que pour les fans. Maintenant, t'as n'importe qui peut qui se plaît à avoir un petit grain dans la tête va se comparer à Harley Quinn. Et là, en fait, la série
prend le contre-pied, prend ce personnage, revient aux origines avec un costume qui est très vintage, mais assez inquiétant, cette espèce de masque là d'arlequin. De théâtre un petit peu triste, c'était une super idée. Ça colle bien avec le principe de double personnalité. Et c'est un autre personnage presque entièrement. À voir comment ils vont le faire évoluer. Mais j'aime bien l'idée qu'elle reste comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Ça apporte un peu de nouveauté. Encore une fois, ça dérange les gens. Ils ont Harley Quinn partout ailleurs. Oui, c'est ça. Tu sens beaucoup de nuances parce que justement, à la fin de l'épisode, Barbara intervient. Alors en plus, c'est assez fort en émotion parce qu'en civil, Barbara et Dr. Quintet sont amis. Et Batman à ce moment-là est en danger et tu sens qu'Harley Quinn choisit de aussi sauver Batman, donc elle n'est pas totalement dans quelque chose d'assez méchant. Alors aujourd'hui on est dans ce est-ce que le vilain justifie ou pas ses actions, mais en tout cas il y avait beaucoup de nuances sur ce personnage-là que je trouvais très intéressant. Et pour enchaîner, moi le personnage qui a été légèrement modifié et qui m'a moins touchée, c'est Catwoman. J'ai adoré. Non, mais tu as le droit et on a le droit de. Non, mais ça ne m'a pas parlé le fait qu'elle soit aussi riche que Bruce Wayne. Parce que elle l'est plus concrètement. Oui, mais du coup, je comprenais pas trop ça. Je trouvais que c'était trop facile de elle aime voler, donc elle vole. Tu vois, et leur relation a été trop simple. Enfin, ça se basait sur, on sait déjà qui est Catwoman et qui est Batman, et on sait déjà qu'un lien fort les unit. Et donc, si tu n'as pas ce background-là, pour une personne néophyte, tu vois, est-ce que vraiment il y a un intérêt à part le jeu du costume et le jeu le chat, la souris, la nuit, tu vois. Dans mon souvenir, Selina Kyle était présentée comme ça aussi dans Batman TAS. Oui, il me semble, parce qu'elle vivait avec une femme qui s'appelait, je crois, Maven. Ou Raven, je sais plus, Maven, il me semble que c'est ça, qui déjà laissait sous-entendre qu'elle avait une relation bi, si on voulait aller par là, pas de problème, mais qui gérait aussi ses affaires, un peu comme la gouvernante, là, dont je me rappelle pas le nom, avec son gros accent allemand, là. C'est super drôle comme dynamique, qui gère un peu ses affaires et qui garde le secret sur sa double identité, sur son activité de chapardeuse et ce genre de trucs. Moi, je trouvais ça assez sympa. J'ai revu, en fait, quelque chose que j'avais déjà vu dans Batman TAS, où Selina se présente en soirée avec une longue robe de soirée, des bijoux qui tapent dans l'œil de Bruce, quoi. Je pense que je préfère les versions comics et les versions de moi aussi. Baker, tu vois. Cela va de soi. Après, ce parti pris-là, pour le temps d'un épisode, encore une fois, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Je pense qu'on va être amené à la revoir et peut-être que le personnage va psychologiquement évoluer. Mais elle hérite peut-être un peu des traits d'Harley Quinn, c'est-à-dire qu'elle est un peu... Elle est un peu insouciante, elle est un peu gosse de riche, finalement, ce qu'on s'attendrait à être une gosse de riche. Elle est insouciante, elle fait du j'ai envie de dire copycatting, mais c'est pas un mot qui existe, mais comme il y a 4 dedans, ça me fait rire, mais elle fait un peu le copycat de Batman, quoi. Elle reprend ses idées pour voler aux riches et tout garder pour elle. La voiture. Oui, c'est hyper drôle. Et ça, je pense que c'est des rêves qui viennent aussi des premiers comics. À un moment, elle a peut-être eu une Catmobile ou je sais pas quoi. C'est très très drôle. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle retrouve son costume des origines aussi. Oui, je me rappelle, ma copine, elle a fait bizarre, elle est aussi très fan de Catwoman. Elle dit c'est bizarre ce costume. Je fais c'est le costume des origines. Je fais bon. C'est très comics accurate. C'est très comics accurate. Bon, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses avec des talons hauts comme ça? On peut encore se le demander, mais la suspension volontaire d'incrédulité peut marcher. La gravité. Bien sûr, la gravité. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, accessoirement, en VO, c'est Christina Ricci qui fait sa voix. Je ne peux pas dire non à Christina. Je ne peux pas dire non, c'est pas possible. Et tu voulais aborder Bullock, qui est, c'est vrai, légèrement... Oui, alors, pas pensé, mais... encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va être amené à évoluer. Bullock... si on s'en tient à Batman TAS, c'était aussi un personnage, donc c'est un flic, qui lui était très méfiant, plus méfiant encore que tout le monde vis-à-vis de Batman. C'est un peu sa némésis au sein du GCPD. Au début, il n'est pas présenté comme quelqu'un d'aussi ouvertement hostile, c'est surtout un personnage un peu débile, un peu gourmand, un peu nonchalant aussi. Il est gros, ça fait rire les gens. Ouais. Bon, bref. Et ce personnage finalement finit par évoluer dans Batman TAS. On voit que c'est un personnage qui est beaucoup plus nuancé, qui essaie d'être un bon flic, qui s'efforce de le faire, qui, je crois, même lutte contre la corruption alors qu'on lui propose du pognon pour faire des trucs, et qui, dans les comics, a fini par devenir presque l'équivalent d'un Jim Gordon pour Oui, mais parce qu'en fait, il se lie tellement aussi d'amitié, il apprend énormément de James Gordon, donc il comprend aussi le poids de son travail. Bullock, je trouve que c'est un personnage passionnant sur le papier. Ici, Bullock forme un duo de ripoux avec Flass, qui a quand même un casier de ripoux dans toutes les
les itérations de Batman jusque-là. Dès le début, à l'épisode 1, on comprend qu'ils sont de mèche avec le pingouin. Avec le pingouin, ils bossent pour le pingouin en sous-main, etc. Et Bullock comme Flash sont montrés comme deux pourris qui font foutre vraiment la merde à Gotham, qui sont une épine dans le flanc de Jim Gordon, qui ne peut presque jamais agir contre eux, même avec Harvey Dent, il me semble que ça pose... et puis il se lie même à la politique, et il se rentre dans les petits papiers. Il cache des preuves, il couvre des traces, ils sont prêts à tuer des gens pour couvrir les leurs. En fait, c'est les méchants de Gotham. Méchants, c'est incroyable. C'est deux méchants à Gotham. Bon, on sent quand même que Flash a un ascendant très clair sur Bullock. Bullock est encore montré comme un mec avec pas un intellect très développé. Un suiveur. C'est un suiveur un peu faible. Il y a tout un passage où je crois il hésite à faire quelque chose de répréhensible. Mais c'est pas sur les derniers, justement, avec Harvey Dent et la course-poursuite. Peut-être où il a envie de tuer quelqu'un ou de balancer quelqu'un par la fenêtre. Et je crois que Flash lui dit de le faire, mais lui n'a pas très envie de le faire. Mais c'est une des rares fois où il est un peu nuancé. Et en fait, Bullock n'est pas un pourri à ce point, quoi. Et moi, ça m'a un tout petit peu chiffonné qu'on fasse c'était un peu beaucoup, subir ce traitement à Bullock, alors que c'est un personnage que j'aime beaucoup et qui méritait un petit peu mieux, en fait. Il n'y avait pas trop de nuances. Voilà, pas trop de nuances. Et puis il garde ce côté un peu bibin d'homme débonnaire, un peu bête. Mais comme tu dis, il y a quand même une petite subtilité entre les deux, entre Flash et Bullock. Donc peut-être que sur la saison 2, j'ai l'impression qu'il y a aussi tellement de matière et qu'on en a tellement dit sur les 10 épisodes qu'il fallait en garder un petit peu sur le coude. Et on sent aussi toute l'intelligence aussi des auteurs. Donc peut-être qu'il y a cette idée de le faire évoluer. De toute façon, il faut savoir que comme on l'a dit pour Batman, c'est le cas aussi pour la JCPD. C'est vraiment les premières années de Gotham. Nous, au final, en 85 ans, on a déjà vu toute la suite, mais même James Gordon apprend au fur et à mesure son travail, se fait aider de Barbara, ne travaille pas encore avec Batman. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être l'amitié qui va essayer de se créer entre les deux. Je pense pas qu'il va finir totalement ripou, parce que même dans l'épisode avec Firebug, tu vois bien qu'il est pas tout à fait OK à kidnapper ce mec-là pour tu vois, suivre le plan de Flash, quoi. Je pense que... J'espère en tout cas. Ça, c'est un peu le seul changement qui m'a un peu chiffonné, quoi. Je trouvais que Bullock méritait un petit peu mieux que ça. Un petit peu mieux. Il m'a un peu évoqué le personnage du lieutenant Eckhart dans le premier Batman de Tim Burton, qui était un peu ce même type, un peu débonnaire, un peu gros et pourri, sans s'en excuser, quoi, presque. Et donc, je sais pas. J'attends de voir, j'espère et je pense, tu as raison, qu'il évoluera dans la suite et que Flash... peut-être finira par payer les pots cassés. Ça serait bien, ouais. C'est quand même une belle enflure. Ah ouais, c'était fort. Et je le mentionnais là, mais on va parler du coup des méchants peu connus, je pense, du grand public. Moi, j'étais avec mon frère sur les épisodes et c'est vrai qu'à chaque fois, il disait « Mais attends, ça c'est qui ça ?» Et ça a été une très belle surprise pour moi. Et comme tu parlais d'héritage par rapport à Batman TAS, c'était le cas, parce que Batman TAS, quand même, le tout premier épisode, on a Mad Bat comme méchant. Qui n'est pas le personnage qui est le plus réutilisé dans les comics. Non, il était même relativement nouveau, il me semble. Il avait moins de 15 ans d'éditorialité au moment où il est apparu. Et là, du coup, on en a 4 quand même nouveaux. Donc, il y a Firebug, il y a le Gentleman Ghost, Gentleman Fantôme, Papa Midnight et Nocturna. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces épisodes-là avec ces personnages-là? Avant d'apporter ces personnages, il y a un personnage qui, moi, me laisse dubitatif. Je pensais que c'était Deadshot, mais je suis pas tout à fait sûr. Il y a un épisode, je crois que c'est dans le 5e, où il y a une chasse à l'homme qui est organisée par Batman, notamment à l'initiative de Flash et Bullock, dans lequel il y a tout un tas de tueurs qui débarquent à Gotham pour le descendre. Et il y a ils ont un chef qui porte une cagoule avec une cible sur le visage et qui ne s'exprime que par des onomatopées. Ah si. Je sais pas si tu vois ce personnage. Si, je vois tout à fait. En fait, pour moi, c'était Deadshot, mais en fait, à aucun moment, il n'est montré comme un tireur. Et je me souviens très bien que je n'ai pas réussi à prendre de notes parce que je ne voyais pas du tout qui c'était. J'avoue que je suis pas allé sur Wikipédia pour voir à quoi correspond ce personnage. Mais j'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très mystérieux. On prend bien soin de cacher son visage, alors peut-être que ça va servir plus tard, je sais pas. Je sens que ça peut pas être Deadshot puisqu'il parle de Floyd Lawton, Floyd Lawton à un moment, qui sera enfermé à Blackgate à ce moment-là. Donc ça peut pas être lui, mais c'est un autre personnage qui n'est pas nommé et qui effectivement ne parle que par des onomatopées. Enfin, bip 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 ding ding, des trucs comme ça. Je trouvais ça super drôle. Ça ressemble beaucoup aux méchants qu'il y avait dans Dick Tracy, par exemple. J'adore, qui font partie des influences de Bob Kane et Finger, je crois, pour les premiers Batman aussi. Donc j'ai adoré ce personnage. Je ne sais pas qui c'est. Forcément, quand on cache le visage d'un personnage comme ça à ce
point, c'est que ça va servir à un moment, c'est un fusil de Chekhov comme un autre, fusil, cible, tout ça, enchaînement d'idées. Donc je pense que ça va servir à ça. Donc celui-là, je dois avouer que je l'ai particulièrement aimé. J'en voulais plus, je voulais savoir vraiment qui c'était. Je me suis même dit que c'était peut-être Red Hood à un moment, mais ça peut pas être ça. Non, parce que du coup, si tu vois le dernier épisode avec... non. Mais bon, celui-là, je l'ai adoré. Quant à revenir au nouveau, alors j'avoue que je me suis pas non plus renseigné que ça. Je connaissais Papa Midnight parce que dans l'univers d'ici, je sais que je l'avais déjà vu. Qui est notamment apparu dans Constantine, il me semble. Alors du coup, Papa Midnight, c'est en 1988 et c'est dans Hellblazer. C'est un ennemi, le gros rival de John Constantine. Voilà, il apparaît chez Jamie Delano, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est créé par Jamie Delano et John Ridgerd. Bah voilà, c'est pour ça qu'il m'évoquait vraiment quelque chose. Ouais. Et que j'ai trouvé un personnage assez mystérieux, assez sympa, un peu. Il a le petit côté un peu fantastique que je goûte parfois moins dans l'univers de Batman. Le côté magie, ouais. Le côté magie, je goûte un peu moins ça. Je préfère l'aspect un peu polar noir et super méchant, grandiloquent. Mais on a quand même dans cet épisode l'idée que Batman croit en la magie. Voilà, il arrive à amener ça. Il amène quelque chose de très intéressant qui entoure Alfred, qui a l'air de dissimuler des secrets à Bruce, un peu comme Andy Serkis dans The Batman, encore une fois. Donc ça n'est pas résolu dans cette saison. Je pense que ça viendra plus tard. C'est des petits appâts qui jettent pour qu'on soit accroché à une deuxième saison. Genre, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Il y a tellement de choses. Très bien. Il apparaît donc dans l'épisode du Gentleman Ghost. Ouais. Adorant moi-même les fantômes et les bandits de grand chemin. Elle était bien cet épisode. Moi, j'ai adoré. Super. Alors bien évidemment, on s'est dit c'est pas un vrai fantôme, il y a quelque chose, il y a un machin qui va. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un méchant régulier de Hawkman et Hawkgirl. D'accord. Et qui est né en 1947. Pardon, je fais l'encyclopédie, mais je trouve ça trop cool parce que du coup, j'ai appris grave des trucs. Plein de trucs qui est né en 1947 dans le Flash Comics 88 et qui est notamment pensé par Joe Kubert. Ok, c'est Joe Kubert qui a fait ça. Okay. Écoute, merci pour ces précisions. Comme ça, je le saurais. Oui, j'ai beaucoup aimé ce méchant-là. Il y a Nocturna. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Look de mercredi. Look de mercredi, total. Je me suis fait la réflexion directe. Non, mais on est d'accord, c'était simple. Pendant un moment, au tout début, je me suis dit c'est Zatanna. Et en fait, Moi aussi. C'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, ouais, là, ce côté Mercredi Adams, The Craft et tout, ce côté un peu gothique des années 40. Encore une fois, c'est un peu rigolo parce que ça n'existait pas dans les années 40. Encore l'interperméabilité des univers. Et qui est un personnage super tragique, très violent, avec un pouvoir. Et puis en plus, c'est une petite fille. Là, c'est une jeune ado. Et, c'était un bon moyen aussi de. Ça m'a rappelé ce personnage que Batman affronte dans Batman TAS qui s'appelait Baby Doll. Qui était une enfant, qui était une actrice qui n'a pas grandi et qui avait le physique d'un enfant. J'aime bien ce concept de devoir affronter quelqu'un qui a un physique d'enfant mais qui est en fait extrêmement dangereux. Et puis en plus, ça se place dans un épisode où justement on est dans un cirque, une fête foraine, et il y a une sortie de classe d'enfants orphelins. Dans laquelle apparaît Killer Croc le temps d'une scène. Je trouvais ça très drôle. Et il y a plein d'enfants et du coup, c'est énormément de rêves parce qu'on comprend qu'il y a la petite Carrie Kelly, donc une des Robins créée par Frank Miller avec son lance-pierre, Stephanie Brown. Ils sont tous là, Dick Grayson. Il n'y a que Tim Drake qui n'est pas là. Qui n'est pas là, comme d'habitude. Tim Drake, le Robin oublié. Je le défendrai toujours. C'est injuste, je l'aime bien. Et du coup, Nocturna, pareil, j'ai fait des recherches. Et elle apparaît dans le Batman 363 en 1983. Donc c'est une ennemie... propre à Batman. Ils ont sorti de là pour en faire un personnage. Et l'histoire avec son frère, et une histoire vraie, c'est son frère acolyte qui est aussi un autre méchant et qui ont Je doute qu'on reverra ces personnages dans une saison 2. Nocturna, non, je pense pas. Pas plus que... Peut-être que Papa Midnight, oui. Mais c'est comme le Gentleman Fantôme, je ne suis pas sûr qu'on le reverra. Non, je pense pas. Firebug non plus. Firebug non plus pour des raisons que... Voilà. Mais peut-être qu'on verra Firefly. Qui est son héritier, son héritier total. Mais je pense pas qu'on les reverra. Et en fait, même limite, j'espère qu'on aura dans les nouveaux épisodes de la saison 2, si elle se concrétise, Inch'Allah, d'autres personnages comme ça un peu obscurs qui sortiront du bois et dont on se servira. C'est là que tu sens que les mecs qui sont derrière sont vraiment des fans absolus. Pas que TAS, même si tu trouves des petites références à TS. Il y a une petite référence au Fantôme Gris, notamment le temps d'un plan. Je trouvais ça très très chouette. J'ai fait écoute, je reconnais. Donc j'aime
j'aime bien cette variété de méchants et d'intrigues entre les méchants classiques et les nouveaux méchants. Ouais. Et il y a un vrai travail de passionné parce que notamment sur Firebug, là tu as ramené le Gotham Central du magnifique Ed Brubaker qui est sur le projet, et Ed Brubaker l'a remis aussi au goût du jour, Firebug dans ces comics là, donc tu sens qu'il a à ce moment-là mis sa patte en disant bon ok, il faut un méchant, moi je l'ai retravaillé, on peut le mettre en avant, ça c'est plutôt cool. C'est très fugacement utilisé, mais il est bien utilisé. Oui, sur l'épisode c'est plutôt intelligent. Et accessoirement, alors voilà, est-ce qu'on spoil, est-ce qu'on spoile pas? Non, là on peut spoiler. Il y a des moments où on va commencer à spoiler, mais en fait, Batman Cape Crusader se permet de tuer des gens. je trouve ça très cool. Enfin, le meurtre, c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Mais disons qu'en fait, ou les grands, ou les grands, bien sûr. Qui que vous soyez, ne faites pas ça. Mais la série montre qu'on peut montrer des gens mourir et ne pas se relever, et c'est plié, et c'est comme ça. Donc, pas forcément de la main de Batman, du coup, hein, ça c'est très clair. Mais c'était pas forcément toujours le cas dans TAS. Il y avait rarement des morts. Quand le Joker gazait un mec à mort, il était juste un sourire crispé sur le visage, mais il respirait encore. C'était très rare. Des personnages. Là, il y a quand même une dureté. À part peut-être dans comment ça s'appelle dans Batman et le fantôme masqué, que je ne cesserai de défendre parce que c'est une vraie petite merveille. Le film d'animation. Là où il y a vraiment des mafieux qui crèvent et même on se sert de leurs cadavres pour faire on profane leurs cadavres pour faire des mises en scène. Enfin le Joker quoi. Et j'ai pas souvenir que dans TAS il y ait des morts comme ça. Mais c'est pour ça que je la trouve, si on peut dire, un peu plus sombre. Tout en étant accessible, mais clairement plus sombre. Elle assume son postulat de série sombre. Complètement. Pas que pour être une série sombre, justement. Ouais. Et du coup, j'ai envie de finir, comme on a abordé un peu tous ces personnages, sur, pour moi, un peu le fil rouge, même si ça se concrétise vraiment à la fin, avec les 2 derniers, je crois, les 2 ou les 3 derniers. Les 2 derniers, il me semble. Donc, je l'ai dit, mais Barbara, elle est sur quasiment tous les épisodes, et je trouve ça très intelligent. Je ne ferai que défendre Barbara, parce que pour moi, c'est un personnage complètement sous-coté. Mais elle est actuellement aussi en fil rouge de toute la collection Infinite dans les comics. En fait, on la retrouve dans Batman Détective, dans Batman, dans Joker. Elle est partout. Et c'est pas pour rien. Et à côté de ça, on a Harvey Dent, qui est placé comme le procureur qu'on connaît, proche de Bruce Wayne, avec tout de suite cette idée de pièce et de double identité, pour avoir jusqu'au moment l'origine story qui est propre, où il reçoit l'acide lors d'un procès. Et là, je trouve que vraiment c'était le must de cette série. Franchement, alors, il m'a incroyablement touchée. On sent les passages où, à partir du moment où il devient double face, où lui essaye en tant qu'humain de se raccrocher à son humanité, et puis double face qui prend le pas et qui est hyper assaillant, quoi, qui lui vraiment le martyrise au plus haut point. On a un design très différent de Batman TAS, c'est moins coloré, ça reste, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est un peu le même design que Gueule d'Argile. Oui, ils sont restés sur quelque chose de gris, noir, blanc, beaucoup de traits, de dents qui sont limite dans le vide, on ne sait pas par quel pouvoir du Saint-Esprit ils tiennent. Mais j'ai bien aimé. Alors, petite différence tout à fait notable que j'ai remarqué, c'est que pour la première fois, Harvey Dent est défiguré du côté droit du visage et pas du côté gauche. Oh waouh, ok. C'est pour la première fois dans les apparitions pour autant que je sache, de toutes les apparitions de Harvey Dent, c'est la première fois qu'il est défiguré à droite. À confirmer, hein. Ok. Vous nous dites dans les commentaires. Moi, il me semble que là, c'est la première fois qu'on le montre défiguré du côté. Ouais, je dis que j'essaie de pas dire de conneries, mais bien de ce côté-là, du côté droit du visage par rapport à nous. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, il me semble que la partie droite du cerveau est celle qui, notamment, contient le siège de nos émotions. Donc, le fait qu'à partir du moment où il est défiguré de cette partie-là, le fait qu'il ait des explosions de colère et de rage, des trucs comme ça, où en fait il dit que l'autre est en train de prendre le pas, donc double face, ça se justifie assez finalement quelque part. Donc j'ai essayé de défendre ça auprès de gens qui n'ont rien voulu entendre et qui ont pensé que ça faisait partie des changements woke du truc, juste histoire de pas faire comme tout le monde pour faire chier les gens, bref. Mais je trouvais ça assez intéressant. À mon sens, ça ne peut pas être un choix dû au hasard, d'avoir changé le côté où Harvey Dent est défiguré. Ça me semble décemment pas possible. Mais parce que c'est quand même une des rares fois où on le voit aussi sur la ligne. Enfin, du coup, on n'a pas du tout que cet aspect vilain, parce que justement, il y a une course-poursuite qui se fait avec un point culminant avec Flash, avec Bullock, où Barbara est aussi dans cette course-poursuite, et ils communiquent tous les deux, jusqu'à ce que Harvey Dent, si je peux dire,
avec Double Face, se sacrifie pour Barbara. Oui, absolument. D'ailleurs, je trouve qu'il a ce lien avec Barbara, qui est un peu celui qu'il a avec René Montoya dans certains comics, en fait, où ils sont très très proches, où il y a même une sorte de parade amoureuse entre les deux personnages, de amour, un truc comme ça. Et j'ai retrouvé ça un petit peu avec Barbara, et comme elle est avocate et que lui est procureur, il y a aussi un... Bon, là, au niveau de la justice. Il essaie d'accéder à la mairie dans celle-là, il me semble aussi, je crois. Oui. Donc, dès le début, dès le l'épisode du pingouin, donc on montre que c'est un personnage qui lui aussi est capable de faire des choses pas forcément très nettes pour accéder à ce pouvoir où il pense qu'il pourra changer les choses, d'où le retour d'un personnage emblématique de TAS qui est Rupert Thorne, qui est un des grands parrains de la pègre de Gotham, qui ici est aussi montré comme un de ces... Il y a toujours un mafieux comme ça à Gotham City avec un fauteuil qui emmerde le populo, qui est toujours aussi une épine dans le pied de Batman, et c'est souvent Carmine Falcone. Là, ici, il me semble que Maroni est cité à un moment. Si, Maroni est cité justement par rapport au procès. Au fait que mais pour garder cette continuité avec Batman TAS, on a repris Rupert Thorne, et même lui il y a un petit quelque chose, il y a une petite sympathie autour de Rupert Thorne, puisqu'on le voit en compagnie de son fils, et qui est à la fois un bon fils, visiblement, vis-à-vis de son père, mais qui a un peu hérité des idées pas cool de papa, quoi. Il a été baigné dans ça aussi. Il a été baigné dans ça, mais en fait, on sent que si jamais son fils est en danger, Rupert Thorne, ça un peu, quoi. C'est pas Oswalda Cobblepot, quoi. C'est vraiment un type qui a une famille, il s'y tient, et ça l'embête, quoi. Donc c'est bien aussi d'apporter ces petites nuances-là sur ces personnages, ce qui me fait penser, là aussi, à Max Schreck dans Batman le Défi, qui est le véritable méchant de l'histoire, mais dès qu'on touche à son fils, il est prêt à se sacrifier à sa place. Complètement. Il y a beaucoup j'aime beaucoup ces petites nuances sur ces ordures qui en fait sont irrattrapables, ça justifie rien, mais il y a un petit quelque chose. Et c'est pour moi ce qui définit globalement les 10 épisodes, c'est vraiment la finesse d'écriture sur tous les personnages. On tombe pas dans la facilité, alors que ça aurait pu être assez simple de faire une série sur Batman, parce que Batman, juste avec le nom, fait ventre. Et là, il y a une vraie recherche des changements qui peuvent emmener à débattre, comme on l'a vu là, mais qui sont quand même importants. Et enfin, moi, je trouve ça assez fou. Moi, je me mets à leur place, donc à Ed Brubaker, Matt Reeves et Bruce Timm, de se dire, mais ils ont encore mis une nouvelle patte à l'édifice de Batman. Tu te rends compte comment pour moi, c'était improbable de faire... je sais pas si c'est encore mieux, parce que c'est subjectif, parce que moi, j'ai adoré. C'est pas mieux que Batman TAS, mais c'est différent. Mais d'avoir encore apporté quelque chose de nouveau, alors que ça fait, comme je disais, 85 ans. C'est incroyable. Oui, c'est super. Puis en revenant aux origines aussi, offrir un nouveau visage à certaines choses. Non, c'est bien, la mythologie n'est ni dénaturée, ni quoi que ce soit, elle est rafraîchie tout en conservant tout ce qu'il faut. Enfin, c'est une très bonne adaptation de Batman. Complètement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et on arrête. Bon, tu droppes le micro. Non, bien sûr, tout le monde peut avoir son avis, mais... oui. Peut-être pour terminer, je crois que tu l'as mentionné, mais est-ce que tu peux revenir juste sur ton épisode préféré et ton perso préféré ? C'est peut-être dans le même... Ah, c'est chaud, ça. Bah ouais. C'est chaud, c'est chaud. Fallait bien que je t'en mette. On n'a pas beaucoup parlé d'Alfred, on pourrait mentionner un peu Alfred, qui en fait est typiquement ce qu'on attend d'Alfred. Il est qui s'en prend plein la gueule de la part de Bruce, qui est il est bien brave, il est là pour aider Bruce du mieux qu'il peut. Il est pas trop en mode à lui faire la morale encore, même s'il me semble que ça va arriver de temps en temps. Il fait des petits pics. Il fait des petits pics. On ne sait pas si c'est à la fois un ancien l'ancien militaire qu'on connaît, si c'est l'ancien comédien. Il a l'air d'être plus proche de l'ancien comédien. Cet aspect-là d'Alfred. Ils lui ont fait une certaine rondeur, un certain embonpoint que je trouve pas désagréable non plus. Ça donne un autre visage d'Alfred. Ce qui est cohérent au fait qu'il soit pas soldat. Voilà. Parce que c'est vrai que... il s'est peut-être empâté. Les petits fours sont peut-être très bons à Wayne Manor, j'en sais rien. C'est pas du tout un jugement, mais... Non, pas du tout. Mais voilà, ça apporte aussi un autre physique à Alfred. Complètement. Pourquoi pas je me fustige pas là-dessus non plus. Mais j'ai trouvé le personnage intéressant dans le sens où effectivement, il garde un petit secret par-devers lui qui a l'air de concerner Batman, et on verra par la suite. Mais oui, il fallait mentionner un petit peu Alfred. Je trouve que c'est un personnage très sympa. Quand tu as donné mon personnage préféré, j'ai adoré ce qu'ils ont fait sur Gueule d'Argile. Ouais. Je trouve le personnage assez génial. C'est ce que je disais, c'est l'épisode 2, il est incroyable. Très bien respecté. Déjà, il est monstrueux, il a un design assez chouette. Tu vois, s'il devait adapter Gueule d'Argile en film, ce qui est un peu une Bérésina quasiment impossible et très délicate, je préférerais un aspect comme ça, plus que l'espèce de gros tas de boue informe que j'adore aussi, mais qui est complètement irréaliste dans un cadre même
même d'un dessin animé qui se veut un peu sérieux, ça aurait pas été possible. Donc j'aime bien ce qu'ils en font. Alors moi, comme j'ai vu la série majoritairement en VF, on comprend très vite ce qui se passe parce que c'est toujours Bernard Gabet donc qui revient, surtout les personnages qu'il imite, donc parce qu'il peut pas imiter la voix. Et là tu bah oui, je le reconnais, je sais que c'est lui, je sais que ça peut pas, je sais que c'est Basile Carlo quoi. Ouais. J'ai bien aimé tout ça, toute cette esthétique de vieux films vintage. La VO est très cool aussi. La BO est très chouette. Ouais. J'ai vraiment bien aimé ce personnage, tout en adorant ce qui a été fait sur Harley Quinn également. Ouais. Je pense que ça va vraiment être ces deux-là qui m'ont le plus plu pour l'instant, même si rien n'indique qu'ils vont revenir spécifiquement, sauf peut-être Harley Quinn. Harley Quinn, je pense qu'elle va revenir. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai adoré Gueule d'Argile et et Harley Quinn. Super. Et j'ai un petit coup de cœur sur Catwoman, forcément, mais ça c'est à part. Oui. Super. Et écoute, peut-être tu voulais juste mentionner un petit peu la suite pour au niveau des adaptations, avec le Pingouin qui arrive, avec le Joker. Qu'est-ce que tu attends de tout ça autour de Batman ? La fin de l'année, il y a quand même une petite activité qui se prépare, puisque effectivement, là, il me semble que c'est en septembre qu'arrive la série Le Pingouin, donc qui fait suite directement au film The Batman, avec le retour de Colin Farrell dans le film et toute une partie du lore de la famille Falcon. Oui. Parce qu'il va y avoir Sophia Falcon, il va y avoir pas mal de petits trucs comme ça, qui va, à mon avis, compter la prise de pouvoir d'Oz, Oswald le Pingouin, à Gotham après les événements du film. Les premières bandes annonces promettent ce que ça promettait dès le début, c'est-à-dire un récit de truand type Le Parrain, type la mafia, très déconnecté de l'univers super-héros. Voilà, très terre à terre, et c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Et je suis à la fois aussi excité, si j'ose dire, de revoir cette version du Pingouin que je trouvais très chouette, surtout très bien interprétée, avec les prothèses, le machin. Puis c'est intéressant de voir toujours la montée d'un crime boss, quoi. C'est sympa, surtout celui-là, à voir comment ils vont présenter les choses, vu que Matt Reeves chapeaute et que ça a été quand même développé pendant très longtemps. Il faut pas tomber dans le cliché non plus. Voilà, faut pas tomber dans le cliché, mais ça va, comme il n'a pas eu énormément droit de cité dans le film, même s'il a quand même des scènes très chouettes, ce sera assez cool à voir, et j'ai hâte de voir quel est le pont qui sera dressé avec The Batman 2. Qu'on a tous hâte de voir, mais qu'on va devoir prendre notre mal en patience parce que repousser jusqu'à octobre 2026, ça va être long. Donc je suis assez enthousiaste, sans être tout à fait mettre la barre très haut, mais j'ai confiance, on va dire. The Batman m'a mis en confiance, donc je pense que la série sera Moi, j'ai pas envie non plus de placer trop d'espérance, tu vois, même sur Batman Cape Crusader, évidemment j'étais hypée, mais je pense qu'à un moment donné, quand on place la barre un peu trop haut, évidemment on peut être déçu. Alors attention, ça veut pas dire que tu veux pas avoir d'attente, mais juste, tu vois, prendre ce qui est l'objet en soi, c'est-à-dire un divertissement, et passer un bon moment. Donc moi j'ai hâte de voir ce que cette série va donner. Après, pour le coup, sur Joker Folia 2, je sais pas que j'en attends beaucoup, mais comme il y avait quand même une proposition assez inédite avec le premier, où là on part sur quelque chose de nouveau, ce qui est logique, puisqu'il faut que ça reste cohérent, et là on est sur une comédie musicale avec du coup Lady Gaga qui interprète Harley Quinn. J'ai très hâte. Ma hâte n'est pas aussi énorme qu'elle l'était pour le premier, alors que quand ils ont vendu le projet, il y a beaucoup de com là aussi, il y a beaucoup de com, contrairement au premier. Il y a beaucoup de com, bien sûr. Je mets les paris maintenant, et je pense pas qu'il sera marchera autant que le premier. Je lui espère pas un plantage. Après, je pense pas qu'il se plantera. Tu l'as bien dit pour Harley Quinn, avec l'idée qu'on commence à être un peu redondant, parce que ça fait 8 ans qu'on l'a beaucoup. On tombe aussi dans ça avec le Joker. Hein. Oui, bien sûr. On a beaucoup de Joker. On a beaucoup de Joker, on a beaucoup d'Harley Quinn. Après, le Joker de Todd Phillips, ça reste quand même un film très à part du reste du lore. C'est une proposition assez unique. Le fait qu'ils aient pris Lady Gaga, je trouve ça très chouette, parce que perso j'aime beaucoup l'actrice, et ils nous l'avaient vendu comme une comédie musicale. Alors pour l'instant les bandes annonces en montrent pas trop, on voit pas trop de grands numéros, c'est juste par petites bribes. Alors quand ils ont commencé à le vendre comme ça, moi en fait je me suis tout de suite imaginé New York de Scorsese, mais avec les personnages de Batman, ce qui m'a excité au plus haut point. J'aime beaucoup les comédies musicales, j'assume, j'en ai rien à battre. Je n'ai honte de rien, mais pour l'instant, les bandes annonces me vendent pas ça. Donc j'ai eu peut-être des attentes là-dessus que les bandes annonces pour l'instant ne t'ont pas comblé. N'ont pas encore comblé, mais
est-ce qu'ils gardent pas tout sur le coude pour qu'on ait la surprise? Et ça serait bien. Moi, je suis un peu fatiguée de voir une bande-annonce et de voir le film. C'est vrai que moi, j'avais re-regardé les bandes-annonces de Joker après avoir vu le film, et au final, elles dévoilaient pas tout. Tout le sous-texte social était très passé sous silence. Peut-être que j'attends un petit peu plus de ref au Battlore aussi. Tu vois, il paraît qu'Harvey Dent aura un rôle à jouer. J'attends de voir. J'aimerais bien. Et à voir, peut-être que je jugerai une fois sur pièce, mais je suis moins hypé que je l'ai été pour Cape Crusader, et je suis un peu moins hypé que je suis pour Le Pingouin. C'est pas le Bat Projet qui me sauce le plus. On voit beaucoup Joaquin Phoenix aussi. Oui. On le voit beaucoup. Il sort peut-être 2 à 3 films par an, ce que je trouve peut-être un peu beaucoup pour un acteur. On va peut-être vite un peu s'en lasser. On verra. Ça joue aussi sur le fait. Je serai au rendez-vous. On va voir comment ils vont amener le truc. Est-ce qu'il y aura encore un petit contexte politique et quelque chose que je voudrais bien voir, parce que ça a l'air d'être l'idée. On va voir. En tout cas, tu reviendras en parler avec nous. Avec joie, si je suis invité. Bah bien sûr. Bah écoute, je pense qu'on va clôturer là, parce qu'on a déjà dit beaucoup. Beaucoup de choses. On s'arrête pas, après toute la prod va me virer. C'est pas ça. Bah, je te remercie Arnaud, et puis tu reviendras. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube, à liker, abonner, commenter, enfin toute la clique de YouTube. Et je vous dis à bientôt.